Ravi de vous retrouver, madame, monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. À la une ce soir, cas de décès liés au vaccin anti-coronavirus. Le démenti de programme élargi de vaccination n'a pas tardé. Docteur Ousseynou Badiane réfute toute causalité. Vous l'entendrez dans cette édition. Pendant ce temps, le trafic de faux médicaments suscite l'inquiétude des Sénégalais. L'identité des faussaires les obsède. La date n'est pas la seule star du Ramadan. Le café l'est également. Pourtant, les vendeurs de cette boisson chaude ne se frottent plus les mains. Le pourquoi, Aïssatou Kane nous en parle dans cette édition. Et c'est la croix et la bannière pour les travailleurs. Difficile de rejoindre leur domicile avant la coupure malgré les réaménagements des horaires. Bienvenue à tous. Trois morts dus au vaccin anti-Covid-19 au Sénégal. La rumeur monte ces dernières heures, mais le coordonnateur du programme élargi de vaccination dément tout lien de cause à effet. Dr Ousseynou Badiane rappelle tout de même que ces équipes restent très vigilantes et s'activent intensément pour en savoir davantage. Il est joint au téléphone par Hassan Top. On n'a jamais dit qu'il y avait des décès liés à la vaccination. Par contre, ce qu'on a dit, c'est qu'il y a eu des personnes qui sont décédées quelques jours après avoir pris le vaccin. Et dans ce cas, dans le cadre de la pharmacovigilance, tout événement qui survient après la vaccination est considéré a priori comme effet secondaire. Et dans ce cas-là, on fait ce qu'on appelle une investigation et on soumet le rapport d'investigation au comité des experts qui va statuer sur la relation de cause à effet entre l'effet observé et la vaccination. C'est ça qui a été fait dans ce cas-là. Et nous avons les rapports préliminaires. Nous les avons soumis au comité des experts et les experts vont se réunir pour statuer sur le cas. Mais pour le moment, il n'y a aucun lien de cause à effet entre ces décès et la vaccination. Également, l'affaire des faux médicaments suscite des interrogations. Qui sont derrière ce vaste réseau de trafic de médicaments? Une question également qui taraude les Sénégalais. Illustration dans ce reportage de Ngor Diouf. Nous sommes à Liberté 5. L'heure du Ndogu approche. Chacun se précipite pour rentrer à la maison. La recrudescence des saisies de faux médicaments au Sénégal inquiète Amadou Sissao. Ce gérant immobilier, il se veut prudent face aux médicaments de la rue. Je n'ai jamais acheté des médicaments dans la rue ou soit autre part. J'ai toujours acheté les médicaments à la pharmacie, comme bon nombre de mes compatriotes. Qui sont derrière les vastes réseaux de trafic de faux médicaments? La question taraude. Nos frontières quand même sont gardées. Pourquoi le produit est entré à l'insu des autorités qui sont chargées de garder les frontières. En réalité, ces médicaments, c'est des millions. C'est pas un pauvre qui peut apporter des médicaments, là, ces genres de médicaments. Rencontrée à Dieuppeul, Geneviève Pamy, enseignante, estime que les médicaments de la rue constituent un danger pour la santé publique. L'essence des faux médicaments, moi je dis que c'est aberrant. Il faudrait quand même penser à ceux qui actuellement s'activent dans la vente des médicaments de manière légale d'abord, avant de penser à acheter des médicaments à tort et à travers dans les rues. Pour moi, c'est du poison qu'ils achètent et qu'ils amènent chez eux. Donc il faudrait aussi penser à ça, penser à la protection de leur famille d'abord dans un premier temps, avant de penser justement à économiser leur argent. L'importante saisie de faux médicaments mercredi à la Patte d'Oie inquiète les Sénégalais. Le phénomène s'est amplifié dans le pays. Les autorités semblent dépassées. Le point coronavirus pour boucler ce chapitre santé dans cette édition. 58 nouvelles contaminations sur 1575 tests effectués aujourd'hui. 2 décès enregistrés, 16 cas graves sont admis en service de réanimation et 67 patients ont été contrôlés négatifs, donc guéris.
30 milliards de francs CFA, c'est le budget 2021 du Conseil d'orientation du Fonds national de la microfinance. L'entité a été installée ce jour à Diamniadio et d'autres sources de financement sont attendues pour atteindre les cibles dans le cadre de la stratégie de développement du fonds. Zahra Iantiam, ministre de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire, répond à Babacar Seck. Aujourd'hui, nous pouvons considérer qu'avec l'installation et la tenue du premier conseil d'orientation, c'est le démarrage effectif des activités du fonds. Je vois que la question du budget revient souvent. Pour le moment, le fonds a eu à déposer 2 requêtes de financement en rapport avec le ministère de l'économie. C'est des requêtes adressées à l'AFD et à la Banque européenne d'investissement pour un montant de 15 milliards chacune. Donc chaque requête est une requête à hauteur de 15 milliards. Donc si nous arrivons à trouver des financements, nous pouvons présumer que le fonds aura un budget de 30 milliards pour cette année 2021. Mais cela demeure des projections. Donc aujourd'hui, ce qui est plus attendu également du Conseil et de la Direction générale en particulier, c'est de jouer d'entre-gens pour que nous puissions avoir d'autres sources de financement afin d'atteindre les objectifs qui nous sont fixés. Et de ce point de vue-là, aucun effort sera ménagé puisque nous avons une stratégie claire pour le développement du fonds. Nous avons également un plan d'action bien établi. Pour le plan d'action de cette année également, c'est clairement indiqué. Donc, il suffit maintenant de tout mettre en œuvre pour avoir les ressources nécessaires et nous nous y attelons. Reparlons de la fermeture du campus social décidée par le conseil restreint de l'Assemblée de l'université. Une décision qui ne sera pas appliquée par le COUD qui se déclare incompétent. Nous avons sollicité l'arbitrage d'un juriste pour Mamadou Djité. La loi cadre 2015-26 du 26 décembre 2015 relative à la gouvernance des universités publiques donne au recteur les prérogatives de prendre une telle décision. Mais l'enseignant-chercheur précise que les décrets d'application de cette loi ne sont toujours pas de se déclarer incompétents. Les explications du chercheur spécialiste en sciences juridiques joint au téléphone par Migui Maramdiaye. Au niveau de l'université, comme vous le savez, il y a 2 campus. Il y a le campus social et le campus pédagogique. Au niveau du campus pédagogique, le recteur détermine les règles de fonctionnement en application de la loi cadre 2015-26 du 28 décembre 2015 relative à la gouvernance des universités publiques, dont le décret d'application tarde à être pris, à être mis en œuvre par le gouvernement. Donc, ce qui pose un problème à ce niveau. Mais, tout compte fait, cette loi donne au recteur des pouvoirs de police. Tenez-vous bien, le recteur est responsable du maintien de l'ordre et de la sécurité dans l'université, dans toute l'université. Donc, s'il y a des problèmes sécuritaires, comme c'est le cas actuellement, on peut parfaitement, en vertu de cette loi, considérer que c'est le recteur, à travers ce conseil restreint, qui a la compétence de demander que l'université soit fermée jusqu'à nouvel ordre. Il n'y a aucune disposition légale qui impose au COUD d'appliquer la décision de l'Assemblée de l'université. Parce qu'il y a un vide à ce niveau. C'est-à-dire la loi donne le pouvoir à l'Assemblée de l'université, à travers le recteur, de prendre des mesures conservatoires s'il y a des dysfonctionnements au niveau du campus, s'il y a des incidents sur le plan sécuritaire, s'il y a des menaces sur la paix sociale au niveau de l'université. Mais malheureusement, cette loi n'est pas accompagnée d'un décret d'application pour nous dire comment cette décision pourrait être mise en œuvre. Donc je dis, à ma connaissance, ce décret est dans le circuit, mais n'est pas encore donc applicable. Donc on ne peut pas imposer au COUD une décision sans base légale. Pour le moment, il n'y a aucune base légale qu'on peut brandir pour dire au COUD, vous devez appliquer la décision du recteur. Enseignement supérieur toujours, les syndicalistes de l'université Amadou Mokhtar Mbow exigent la disponibilité des textes portant organisation et fonctionnement de l'université et la reprise des chantiers pour une livraison dans les plus brefs délais. La section SAES de l'UAM veut être logée dans un environnement plus favorable à un enseignement de qualité. Mamadou Dian et Cheikh Diop, reportage. La section du syndicat autonome de l'enseignement supérieur de l'université Amadou Mokhtar Mbow ne tergiverse pas. Les syndicalistes articulent leurs revendications autour de 2 points.
la disponibilité des textes portant organisation et fonctionnement de l'université ainsi que la reprise immédiate des chantiers et leur livraison dans les plus brefs délais. En effet, après 2 années d'exercice, l'UAM ne dispose toujours pas de statut sur son organisation et son fonctionnement. Pourtant, depuis plusieurs mois, les textes de l'UAM amendés ont été envoyés à la tutelle pour signature sans retour. La coordination SAES de l'UAM exige également la reprise immédiate des chantiers de l'université à Diamniadio et leur livraison avant la rentrée universitaire 2021-2022. Les syndicalistes veulent rejoindre les locaux de l'université à Diamniadio pour renouer avec l'excellence. En effet, le campus actuel sur Dakar ne permet pas de répondre aux exigences d'une formation professionnalisante de qualité. Le SAES est en grève depuis 3 jours au niveau national. La section de l'université Amadou Mahtar Mbow demande la fin des travaux pour offrir une formation de qualité afin de répondre à son étiquette d'université de l'excellence. Le chef de l'État est interpellé. Orientation des bacheliers, une seconde chance pour les retardataires. Le ministère de l'Enseignement supérieur va exceptionnellement permettre aux 1074 bacheliers qui n'ont pas pu terminer le processus d'orientation de postuler au niveau des universités virtuelles du Sénégal. Les précisions de Moustapha Sall, conseiller technique du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Tous ceux qui ont demandé à être orientés et qui ont payés et qui sont en règle ont été orientés. Donc tous les 1074 qui sont là, ce sont des bacheliers qui n'ont pas pu terminer la procédure pour une raison ou pour une autre. Mais que cela ne tienne, comme je l'ai dit tout à l'heure, le ministre nous a instruit ses services, a instruit l'UVS de voir un peu et même de l'aider pour qu'on puisse voir une solution heureuse par rapport à ce qui reste. Avant, les ISEP, on avait demandé à tous les bacheliers qui étaient dans ces cas-là, ces 1074, ceux qui sont intéressés par les ISEP, de prendre directement contact avec un ISEP et qu'en fait certains même ont déposé le dossier là-bas et qui est en train d'être étudié. À partir donc d'aujourd'hui, certains qui ne sont pas orientés peuvent directement prendre contact avec l'UVS pour qu'on puisse étudier leur cas et leur apporter une solution viable. La société Dakar Demdik et l'ISEP de Diamniadio ont signé une convention de partenariat devant permettre aux jeunes d'allier la théorie à la pratique. De même, les travailleurs de Dakar Demdik pourront désormais renforcer leurs compétences au sein de l'Institut de formation professionnelle à Diamniadio. Abouté du Sceau, compte rendu. Ce partenariat stratégique entre Dakar Demdik et l'ISEP de Diamniadio entre dans le cadre des politiques de création d'emplois et de l'insertion des jeunes diplômés. La société Dakar Demdik offre ainsi à ses étudiants l'opportunité de mettre en pratique les enseignements reçus, tout comme l'ISEP contribuera au renforcement de capacités d'agents de cette société nationale de transport. La signature de cette seconde convention de partenariat trouve ainsi tout son sens et nous serait bénéfique, car l'entreprise Dakar Demdik constitue, par son expertise avérée dans le transport terrestre et la qualité de ses infrastructures et équipements, un espace pédagogique naturel pour les futurs techniciens supérieurs que l'ISEP de Diamniadio est en train de former dans son usine-école, son amphi et ses salles de classe. De notre côté, nous sommes tous disposés à accueillir vos agents présentant des besoins en renforcement de capacité à tarif préférentiel dont les modalités feront l'objet d'une réflexion inclusive et suffisante entre nos deux institutions. Le directeur général de Dakar Demdik, Omar Boun Khattab Silla, salue ce partenariat qui s'inscrit dans un réel échange de compétences entre ces deux structures, surtout dans les métiers de l'automobile. Ce partenariat que nous allons signer entre l'ISEP et Dakar Demdik va contribuer au renforcement, à l'innovation dans la formation professionnelle et à la promotion de l'emploi des jeunes.
C'est donc tout l'intérêt de la mise en place d'une telle convention de partenariat qui va permettre à Dakar Dem Dikk d'accueillir en stage chaque année 20 jeunes apprenants de l'ISEP qui seront encadrés et formés parmi d'autres opportunités que nous vous offrons. Dakar Dem Dikk va également participer au développement des programmes de formation et contribuer à la diversification de l'offre de formation. Dakar Dem Dikk va aussi accompagner l'ISEP de Diamniadio dans la mise en place et le développement d'un écosystème automobile. Cet accord cadre témoigne, selon les deux parties, de la coopération féconde entre les deux structures pour répondre aux aspirations des Sénégalais dans leur domaine de compétences. Autre chose, réduction des horaires de travail durant ce mois béni de Ramadan. Le réaménagement horaire n'est pas si conséquent en croire les interlocuteurs de nos reporters Seynabou Babou et Moussa Fall. Bloqués dans les embouteillages interminables, certains peinent à regagner leur domicile avant la coupure. Regardez. Il est 10 heures dans les rues de Dakar. Dans cette allée peuplée de menuisiers métalliques, c'est le bruit des marteaux, des fils à métaux qui nous accueille. De la musique religieuse pour faire passer le temps. Modou Cham, en plein travail, nous confie que ses horaires de travail ont été réduits. Ramadan oblige. Le jeûne a changé notre rythme de travail. On n'a plus les mêmes heures de travail. Le matin, il y a trop d'embouteillages. Et le soir, on essaie de descendre plus tôt pour arriver chez nous avant l'heure de la coupure. Avant, on travaillait de 8h à 9h. Maintenant, on descend vers 16h, ce qui a une répercussion indirecte sur le travail. En train de dresser des cornières, Amadou affirme avoir coupé le jeûne hier en pleine route. Il quitte Baobab pour rentrer à Fass Mbao tous les jours. On essaie de descendre plus tôt, mais avec les embouteillages, on arrive souvent chez nous vers 20h. Hier, la coupure m'a trouvé en cours de route. Devant sa boutique, confortablement sur sa chaise, Pape Diop, vendeur de fournitures scolaires, parle de réaménagement uniquement le matin. Bon, le matin, bon, on ouvrait vers 8h30 jusqu'à 9h. Bon. Mais ces temps-ci, bon, avec le mois de carême, bon, il y a un petit décalage. On peut aller jusqu'à 10h. Le soir aussi, bon, je pense que bon, ça ne change pas. Hein. Comme j'habite tout près, bon, c'est vite fait. Le ramadan rime avec beaucoup de changements. Vouloir couper le jeûne chez soi amène beaucoup à changer leurs horaires de travail, même si, parfois, les embouteillages causent d'énormes préjudices à la population. Seynabou Babou, une fois à la maison, le café reste le must-have pour la coupure du jeûne. Les vendeurs de café de la capitale sénégalaise voient leurs chiffres en baisse. En cette période de Ramadan, la vente ne se fait plus le matin et le soir. Les potentiels clients obtiennent gracieusement du café. Le reportage de Aïssatou Kane et Sedina Mbaye. Quelques heures avant la coupure au rond-point Fass. Les personnes qui offrent du café soluble ou café Touba se préparent. Les vendeurs de café, malheureusement, voient leur volume de vente baisser. Je ne vends pas le matin, c'est le soir à partir de 17h que je commence la vente. Le bénéfice que l'on gagnait avant le Ramadan n'est même pas pareil. Je ne peux pas me permettre de rester à la maison. C'est pour cela que je viens travailler. Sinon, c'est pour la clientèle. Cependant, ils n'acceptent pas de baisser les bras. Je ne pense même pas à arrêter la vente. Au moins, après la coupure, quand les bonnes volontés rentrent, il y a certains clients qui viennent. Grâce à eux, je ne rentre pas bredouille. Les Baïfal, comme chaque Ramadan, sillonnent les rues de Dakar pour donner du café aux jeûneurs. On fait ça seulement pour œuvrer pour Dieu. On n'a rien, mais c'est grâce à Cheikh Mouroukara qu'on a pu comprendre cette œuvre quoi. On est là pour œuvrer pour Dieu, à travers les hommes. Les vendeurs de café ne s'en sortent pas durant le mois de Ramadan. Leurs bénéfices baissent, surtout à cause de ceux qui offrent le café dans la rue. Pour ainsi dire, le bonheur des uns fait le malheur des autres.
25 ans après, la grande mosquée de Point E s'agrandit davantage avec un projet d'extension, rénovation. La cérémonie de pose de première pierre a eu lieu aujourd'hui après la prière de 14 heures. Un concept de mosquée verte avec l'intégration de l'énergie solaire dans le dispositif ainsi que la construction d'une aile réservée aux femmes sont l'un des grands événements de ce projet. Je vous propose d'écouter El Hadj Malik Fall, le président de l'association Solidarité musulmane au micro de Rokaya Bassen et Moussa Fall. La première composante, c'est l'agrandissement de la capacité d'accueil. Parce qu'on voit, comme il l'a dit tantôt le vice-président Lamine Dia, Point E est en train de grossir. Donc, et notre capacité est de plus en plus réduite. J'en veux comme exemple seulement le vendredi, on est obligé de demander une autorisation pour occuper la rue pour pouvoir prier. Donc ça, c'est la première fonction, c'est une fonction d'extension. Il y a aussi une fonction de rénovation et d'embellissement. C'est vrai, une mosquée doit être belle. Nous voulons que notre mosquée soit belle, à l'image de toutes les grandes mosquées que nous voyons à travers le monde. Et là, nous en profitons pour féliciter encore notre architecte conseil, maître d'ouvrage délégué, Madame Gay Maguen Ndiaye du cabinet Architropique, qui nous a assistés depuis le début et qui, j'en suis sûr et certain, au niveau de l'architecture intérieure, nous fera un travail que beaucoup nous envieront, Inch'Allah. Le budget prévisionnel est de 300 millions de francs CFA. Dans ces 300 millions, nous avons le volet extension, nous avons le volet, comme il l'a dit tantôt, mosquée verte, où on veut une centrale solaire capable de rendre ce bâtiment comme un bâtiment à énergie positive. Ensuite, on a la fonction rénovation de notre école pour en faire une école d'excellence. Sans compter tous les projets que nous voulons au niveau de l'éducation religieuse, au niveau de la sociabilisation. Un volet important a été réservé aux dames, où nous avons réservé aux dames un compartiment entier pour salle de prière au rez-de-chaussée et au premier, et une salle de réunion extensible en salle de prière au niveau du deuxième étage. La durée est estimée entre 18 et 24 mois. Inch'Allah, on espère pouvoir tenir les délais. Les États-Unis ont un nouvel ambassadeur au Sénégal. Michael Arthur Raynor remplace donc le docteur Toudinabo Mouchingi en service au Sénégal depuis 2017. Michael Arthur Raynor est un officier du service extérieur américain spécialisé dans les relations avec l'Afrique. Il était précédemment ambassadeur des États-Unis en Éthiopie. Quant à docteur Toudinabo Mouchingi, il est maintenant ambassadeur des États-Unis en Angola et en République démocratique de Sao Tomé et Principe. La candidate du Parti africain pour l'indépendance du Cap-Vert est de plein pied dans la campagne pour les législatives du 18 avril. Selon la candidate du PAI-CV pour le Sénégal, le gouvernement sortant a mal géré la crise de la Covid-19. Les problèmes d'emploi, de santé et de nationalité sont les points phares du programme du PAI-CV. Gisèle Lopez d'Almeida faisait face à la presse. Le compte-rendu de Pambay Diao. À quelques jours des élections législatives au Cap-Vert, le Parti africain pour l'indépendance du Cap-Vert remobilise ses troupes. La formation de l'opposition dénonce l'attitude du gouvernement qui utilise l'argent destiné à la lutte contre la Covid-19 pour corrompre les électeurs. Le Cap-Vert a reçu énormément d'aide, en particulier de l'Union européenne, mais le gouvernement MPD n'a distribué ces aides qu'à leurs militants. Il se trouve que le Sénégal, c'est le PAI-CV qui a toujours gagné. Et donc nos militants ont été affectés, ils n'ont rien eu. Ils sont aujourd'hui en train d'utiliser ces fonds pour faire campagne et le distribuer aux gens, ce que nous, on n'a jamais connu dans notre communauté. On n'a jamais connu la corruption, encore moins dans les élections, n'est-ce pas? Et l'argent qu'ils sont en train de distribuer, c'est l'argent de l'État. C'est l'argent de la population capverdienne qui a été discriminée. Parce que nous ne connaissions pas cela auparavant. Nous, ce que nous connaissons, c'est l'équilibre. C'est l'équilibre. Tout est absolument organisé. Mais cette forme de corruption qui est en train d'apparaître, nous la dénonçons publiquement. La santé et l'emploi, les secteurs les plus touchés par la pandémie de Covid-19, figurent en bonne place dans le programme du Parti africain pour l'indépendance du Cap-Vert. La question de la nationalité n'est pas laissée en rade. Donc, le premier point force, c'est l'identité cabo-verdienne que nous avons héritée
d'Amilcar Cabral. Parce qu'il a fallu cette lutte pour qu'on ait une identité cabo-verdienne. Donc, beaucoup de compatriotes nés au Sénégal et en Afrique sont confrontés à des difficultés d'accès à la nationalité. Ils se sentent souvent exclus et d'une façon quand même institutionnelle, on peut dire que ce n'est pas digne de notre pays. Parce que cela ne peut pas être inscrit dans la Constitution et que nous ayons des compatriotes ici qui ne puissent pas accéder à cette nationalité, c'est inacceptable. L'entrepreneuriat et l'emploi constituent le cœur de cible de notre stratégie. Le PAICV avait impulsé une dynamique économique basée sur des choix incitatifs. En 5 ans, 3000 postes d'emploi ont été perdus. Et la promesse électorale de 45 000 emplois s'est avérée utopique. Lors de cette élection de dimanche prochain, les Cap-Verdiens vont élire 72 députés pour un mandat de 5 ans. Au Sénégal, ils sont 600 électeurs répartis dans les centres de l'ambassade des îles du Cap-Vert, la mairie de Baobab et la maison de la culture d'Outesek. Viva Sénégal! Viva Janira! Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Mais l'information continue sur www.emedia.sn à 22h30. Retrouvez toute l'équipe de Iftar, le grand show du Ramadan. Bonne soirée, à demain.